La plupart des femmes pensent qu'elles ont un périnée faible et que c'est à cause de ça qu'elles ont des fuites urinaires des forts. Et en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un ensemble de choses qui peuvent entrer en jeu pour engendrer justement une mauvaise gestion des pressions. L'objectif un peu principal de celles qui font juste du footing, c'est de se dire quand est-ce que je vais courir à nouveau. Donc si tu te dis que tu attends encore 3 mois pour commencer une remise en charge Mm. progressive à la Ouais, course à pied, ouais. bah là du coup on n'est plus du tout dans les 3 à 6 mois. Ça, on en parle très peu, mais ça nuit vraiment aussi aux performances de la femme parce que vu que dans ce caisson, il y a un déséquilibre, les pressions sont très mal gérées. En fait, sur du long terme, ça peut engendrer même des maux de dos, d'autres pathologies, et ça va aussi nuire aux performances. Donc, les femmes, souvent, elles mettent de côté en se disant, bon, bah, j'arrive à le cacher, bon, ça peut passer à travers, mais en fait, par la suite, ça peut vraiment devenir de plus en plus problématique. Bienvenue sur le podcast Upside Strength, le podcast qui t'aide à développer tes connaissances et tes compétences dans tous les domaines du sport et de la santé, que tu sois sportif amateur, athlète compétiteur, coach, prépa physique ou kiné. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et bienvenue dans ce nouvel épisode. Lise, Laura, bienvenue sur le podcast. Comment vous avez les filles? Très bien, Très merci à bien. toi de nous permettre de parler des sujets autour de la femme. Écoute, c'est un grand plaisir de vous avoir. Ça fait littéralement des mois qu'on essaie de planifier ce podcast Mm. et à cause de mon emploi du temps et ma mauvaise gestion du temps surtout, ça a pris un petit peu plus de temps que prévu. Mais voilà, je suis très content qu'on puisse être là. Avant de se plonger dans tous ces sujets, on va parler de la femme, du sport et tous les éléments qui tournent autour de ces sujets, notamment le périnée, les troubles urinaires, l'accompagnement sportif des femmes enceintes, ce qui se passe après l'accouchement. L'idée, c'est vraiment de tout mettre sur la table. Il n'y a pas de tabou aujourd'hui parce que c'est des sujets qui sont extrêmement importants à mon avis. Et c'est d'autant plus important pour les hommes qui nous écoutent. Et j'espère vraiment que les gars, vous allez écouter ce podcast parce que bah, pour toute personne qui soit vit avec une femme, soit Mhm. travaille avec une femme, et ben, les coachs, en général, ils vont coacher des femmes également. À mon avis, c'est très, très important que nous, on ait aussi ces informations-là. Et je pense que c'est vraiment, vraiment intéressant et important pour, au final, toute la communauté au sens large, d'avoir accès à ces informations. Donc, on va se lancer dans quelques instants. Avant ça, je vous laisse vous présenter déjà l'une après l'autre et ensuite, vous pouvez nous parler un petit peu de votre projet que vous avez en commun. Peut-être Laura, je te laisse commencer et puis Lise, tu Ouais. pourras enchaîner ensuite. Donc, enchantée, moi, Laura. En fait, on s'est rencontrés, c'est difficile de parler que de moi. En fait, on s'est rencontrés avec Lise en promo, en kiné. Juste avant, en fait, on était en STAPS et après, on a fait kiné toutes les deux. Donc, on s'est rencontrés là. Et en fait, du coup, on s'est spécialisé assez rapidement dans le sport parce qu'on adore ça toutes les deux. On est totalement passionnés par le sport. Donc, très rapidement, on s'est investi dans des formations pour comprendre un peu toutes les pathologies musculo-squelettiques autour Mhm. du sportif et de la sportive. On s'est aussi pas mal renseigné sur tout ce qui est autour du rachis, des pathologies du rachis. Et après, très rapidement, on s'est concentré un petit peu plus sur la femme et tout ce qui est périnéologie et ce qui entoure aussi au niveau des abdos. Super. Et Donc, vas-y. vous avez fait tout votre cheminement ensemble. Lise, je te laisse te présenter également. Eh bien, écoute, c'est à peu près la même chose, hein. On est toutes les deux kinés, coach sportive, coach des pilates, et on est avant tout sportive avant d'être kiné. Donc, c'est pour ça que on s'est rapidement intéressé au sujet du sport, sous le prisme de la kiné, mais aussi, du coup, on est parti sur le terrain du périnée ensuite, puisque c'est quelque chose qui nous a vraiment très intéressés et qui est assez méconnu. Mais on fait justement aujourd'hui ce podcast-là pour en dire plus. Bon, bah, super. On va partir directement dans le vif du sujet. Ce que j'aimerais faire pour commencer, c'est que vous parliez un petit peu d'anatomie et de physiologie pour qu'on comprenne tous de quoi on parle. Donc déjà, on va commencer avec le périnée. Vous pouvez définir le périnée et nous expliquer où ça se situe, comment ça fonctionne. Et si vous voulez même, si vous avez des images, vous pouvez me les envoyer. Moi, je pourrais les mettre sur le podcast pour que les gens Trop ils aient bien. des illustrations directement. Ok. Ok, parfait. En fait, on utilise le terme périnée un peu pour vulgariser cet ensemble-là, puisque le périnée, c'est l'ensemble des tissus, des muscles, des tissus de Mhm. soutien, fascia, ligaments qui se trouvent au niveau du bassin, donc entre au niveau du petit bassin. Et donc, on utilise périnée parce que c'est beaucoup plus facile pour en parler dans tous les sens.
Et puis, on se concentre, nous, majoritairement en kiné, sur les muscles du périnée. Et en fait, nous, notre approche, elle est justement dans le sens où on prend la femme dans sa globalité. Mais en fait, on prend le périnée aussi dans sa globalité. On n'est pas focus exclusivement sur les muscles du périnée. Donc, ça veut dire que dans chaque travail sur la femme, tu auras à parler de ces muscles-là. Mais donc, on pourra montrer, hein, on t'enverra des images pour te montrer l'anatomie, à quoi ça ressemble, parce que c'est tout un ensemble de muscles finalement c'est une petite zone, mais qui est finalement très complexe. Et comment est-ce que, du coup, si on essaye peut-être d'aller un petit peu plus loin, si on parle des différentes composantes, les choses qui composent le périnée ou cet ensemble de muscles, comme tu l'as décrit, de quoi on parle exactement? Alors, du coup, tu as un ensemble de muscles qui est régi sous plusieurs plans. Après, tu as tout ce qui va être organes reproducteurs. Et toute la partie qui va être ligamentaire et du coup qui va permettre, tu vois, la mobilité des articulations du bassin. Et du coup, tout ça, c'est intéressant par rapport à la physiologie de la femme autour de la grossesse. Tu vois, ces ligaments-là vont être modulés au niveau des changements de la femme, des périodes de sa vie. Donc la partie osseuse, la partie musculaire, la partie ligamentaire et tout un ensemble de fascia qu'on connaît peut-être un peu moins, tu vois, sur notre formation de kiné, on n'en parle peut-être pas assez et finalement c'est quand même des zones qui sont hyper importantes à aborder et c'est ce qui fait que ça lie tout cet ensemble-là qu'on appelle le périnée. Mm. Et en plus, du coup, ça, comme une des fonctions du périnée, c'est de retenir les organes. Et donc là, on va parler du rectum, plutôt à l'arrière, du vagin et l'utérus qui est au-dessus, plutôt au milieu pour les femmes, et de devant, plutôt la vessie. Ok, Et en super. fait, Ouais. le périnée, cette anatomie du périnée a un rôle de soutien des viscères qui se trouvent au-dessus. Donc, tu as la vessie, le vagin et le rectum en arrière. Et tous ces tissus maintiennent déjà les viscères et ensuite servent comme disait Laura, à la continence urinaire devant et continence anale derrière. Ok. Moi, quand on parle de périnée, ce que j'ai comme image, c'est l'idée presque d'un troisième diaphragme. On sait qu'on a le diaphragme, on va dire, thoracique. On sait, en tout cas, de ce que je comprends, il semblerait qu'il y ait une sorte de diaphragme au niveau de la tête, en dessus du cerveau, si je ne me trompe pas. Et il y a ce troisième diaphragme qui est au niveau des hanches. Ça vous parle comme idée Totalement. générale? Est-ce que vous pouvez Ouais. étendre un petit peu peut-être cette idée, la développer un petit peu mieux que moi pour que tout le monde comprenne de quoi on parle et avec quoi on joue? C'est exactement ça. En fait, on parle du diaphragme pelvien. Hmm. Et en fait, c'est vraiment un hamac qui est situé au niveau de notre bassin, qui permet de combler toute la partie basse de notre bassin et qui est totalement en symétrie avec notre diaphragme. Donc notre diaphragme, tu sais très bien l'expliquer, c'est une coupole qui est située au niveau de nos basses côtes et notre périnée, il est vraiment en totale symétrie en dessous et en fait, ils travaillent ensemble. Les deux travaillent en synergie et ils ne travaillent pas en synergie qu'avec celui-ci, ils travaillent aussi en synergie avec le transverse et avec les muscles profonds du dos. Donc c'est là où c'est hyper intéressant d'aborder le périnée sous différents angles, différentes Bah, vues. allons-y directement parce que vu qu'on est sur la partie un petit peu anatomie, donc le périnée, le diaphragme pelvien, toutes ces choses-là, on ne peut pas y penser en isolation. On doit penser à la Exactement. structure globale, à ce tronc, à la cavité intra-abdominale. Donc voilà, peut-être parler un petit peu plus de ces zones-là jusqu'au diaphragme pour Mm. qu'on ait vraiment cette vue globale de la zone et qu'on comprenne avec quoi on joue. Ok. Et ben, par exemple, pour parler du diaphragme, à l'inspiration, cette coupole vient du coup s'abaisser, elle vient écarter les basses côtes. Et souvent, on conseille de respirer, tu sais très bien le dire aussi, au niveau diaphragmatique, au niveau de ces basses côtes, pour qu'il soit efficace, que la pompe respiratoire soit efficace. Et en même temps, le périnée, il va se laisser se distendre un petit peu. Vu que tu vois, ça prend appui sur les viscères, ça vient forcément aussi distendre un peu le périnée, c'est son job, il se laisse distendre. Et à l'expiration, vu que le diaphragme va remonter, il va aussi avoir une aide pour le diaphragme parce que grâce à son élasticité, son effet rebond, il va remonter également et il va permettre aussi au diaphragme de remonter plus facilement. Donc Mais ça, ça, c'est aussi hyper intéressant pour que la pompe respiratoire fonctionne correctement.
Moi, il y a l'aspect élastique, comme tu l'as mentionné. Ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a tellement de structures au niveau du tronc qui Mm. ont ces propriétés élastiques. On parle des poumons, de la cage thoracique en elle-même. Tu as parlé des viscères, hein. C'est une masse, si on veut bien, c'est un volume qu'on doit bouger, qu'on ne peut pas Mm. nécessairement rétrécir. Et donc, comme tu l'as dit, hein, tu l'as bien dit, tu inspires, le diaphragme descend et on a moins de place, en gros, dans la cavité intra-abdominale. Et donc, ça va compresser un petit peu tout ça et ça va pousser à certains endroits, notamment au niveau du périnée, c'est ça? C'est exactement ça. Et ce qui est hyper aussi intéressant, c'est que quand les deux fonctionnent bien, ça permet aussi d'avoir une pression intra-abdominale qui est importante et ça permet aussi une solidité du tronc et donc un certain gainage. Hmm. Donc ça, c'est hyper aussi intéressant de pousser pour tout ce qui est crossfitter, sous des barres, etc. C'est important de bien savoir respirer tout autant au niveau le côté cardio-respiratoire, mais en fait au niveau du gainage, c'est hyper intéressant et le périnée en fait partie. Ouais, donc le périnée, c'est un petit peu le bas de. Moi, je le vois toujours comme un baril, si on veut bien, Mm. avec le diaphragme en haut, le périnée en bas. On a le transverse, les muscles du dos aussi Tout qui à font le fait. tour. Et en gros, c'est comme un cylindre et avec lequel on va pouvoir venir jouer avec notre respiration, avec notre bracing aussi, l'activation de tous les muscles abdominaux, de la paroi abdominale au sens un petit peu plus large. Donc, vous nous avez un petit peu fait l'image de un périnée qui fonctionne bien, une respiration qui est adaptée. Euh, à, Mhm. à- à quoi on peut s'attendre si on a, que ce soit des dysfonctionnements ou une mauvaise gestion de cette zone-là, quels soucis on peut commencer à rencontrer? Bah, justement, en fait, quand tu parlais de caisson, à partir du moment où il y a un dysfonctionnement de ce caisson, soit ça serait au niveau de la respiration, soit ça peut être au niveau du périnée, soit ça peut être un défaut au niveau de l'engagement des abdos et parfois une faiblesse au niveau des muscles du dos. Et en fait, si cet équilibre-là n'est pas maintenu, on peut avoir, en ce qui concerne le périnée, des troubles du périnée comme majoritairement des fuites urinaires, des incontinences urinaires. Donc, il y a plusieurs types d'incontinence urinaire. Pour parler un petit peu aux hommes, ça serait potentiellement des hernies qu'on trouverait au niveau du bas-ventre, mais majoritairement quand il y a un déséquilibre, ce qui parle le plus, quand il y a un déséquilibre au niveau de ce caisson, ce serait des maux de dos aussi. Mhm. Totalement. Ok, donc on a tu as parlé de différents types d'incontinence urinaire. Je sais que les troubles urinaires pardon, chez la sportive, encore une fois, c'est un sujet qui est tabou, c'est un sujet dont on parlera peut-être jamais assez. Mhm. Donc allons-y gaiement et lançons-nous dans ce sujet des troubles urinaires. Donc tu as dit qu'il y en avait plusieurs. Ouais. Lise, fais-nous un petit peu la vue d'ensemble et ensuite on pourra aborder chacun de ces éléments un par un. Donc, dans les trois types d'incontinence urinaire, on a l'incontinence urinaire d'effort. Donc là, ce serait plusieurs options, soit une faiblesse au niveau des muscles du périnée, soit une mauvaise gestion des pressions, soit un peu les deux associés qui font que ça aboutit sur une incontinence urinaire d'effort. Donc tu peux l'avoir au sport, mais en fait, chez Mhm. certaines femmes, tu l'as au niveau de la toux, de l'éternuement, des éclats de rire parfois. Ensuite, on a l'incontinence urinaire par urgenturie. Donc là, c'est pas forcément une faiblesse au niveau du périnée. Ça peut être un défaut d'échange d'informations entre le périnée, la vessie, le moment dans lequel tu es. Et donc ça se manifeste pour certaines femmes où ce serait, tu vois, tu arrives sur le paillasson, tu as très envie de faire pipi, et le temps de sortir la clé, enlever ton manteau, défaire ton pantalon, aller aux toilettes, tu as déjà eu la fuite. Et le troisième type d'incontinence urinaire d'effort, c'est mixte. Donc, ce serait les deux associés. Parfois, on retrouve les deux associés. Et qu'est-ce qu'on retrouve comme, on va dire, proportion chez les femmes avec qui vous travaillez dans ces différents types d'incontinence urinaire? C'est quoi la distribution? Ouais, nous, comme on a un public qui est sportif et très actif, ce serait les incontinences urinaires d'effort en majorité. On a encore nos activités au cabinet. Moi, je fais encore un petit peu de rééducation périnale au cabinet. Et du coup, là, dans ces cas-là, on peut retrouver des incontinences urinaires par urgenturie. Mais nous, dans notre activité de coaching, c'est surtout des incontinences urinaires d'effort. Ok, donc parlons-en, l'incontinence urinaire d'effort, ben, à quoi ça ressemble? Comment est-ce que les gens peuvent s'en rendre compte? Bon, j'imagine que c'est pas très très compliqué, mais voilà, pour que ce soit clair pour tout le monde et qu'on laisse pas de place à la mauvaise interprétation. Ok.
Bah, souvent, comme l'a expliqué Lise, c'est une des mauvaises gestions des pressions qui engendre du coup trop de pression sur le périnée. Le périnée, c'est pas comment le gérer. Il y a des fuites, enfin, on a des fuites urinaires, il y a un jet d'urine non contrôlé. Et souvent, c'est vraiment lié à une mauvaise gestion des pressions. Et ce que nous, on trouve très important d'en parler, c'est que la plupart des femmes pensent qu'elles ont un périnée faible et que c'est à cause de ça qu'elles ont des fuites urinaires d'effort. Et en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un ensemble de choses qui peuvent entrer en jeu pour engendrer justement une mauvaise gestion des pressions. Donc allons-y, qu'est-ce qui peut nous amener à cette mauvaise gestion des pressions qui engendrerait ensuite cette incontinence urinaire d'effort? Bah, tu peux Oui. avoir plusieurs sources. Ça serait les impacts, Mm. les sauts, que l'impact est soit trop important, soit trop répété, et du coup, la fonction du périnée ne tiendrait pas sur la durée. Tu peux avoir... est-ce que Laura, tu veux compléter un petit peu? Bah, sur ce sujet-là, ouais. En effet, en fait, alors il y a plusieurs choses. Soit c'est le périnée qui est plus ou moins le problème, c'est-à-dire que soit il manque de force ou d'endurance. Donc ça, c'est un peu comme tout type de problème un peu musculo-squelettique, c'est-à-dire que si, imaginons, il n'y a pas une progressivité, par exemple, quelque chose d'assez simple dans les séances, remise en charge progressive, que le périnée, il n'a pas eu le temps de s'adapter. Entre autres, au CrossFit, on est assez fort pour ça, c'est-à-dire qu'on va faire de la haute intensité, d'un coup, du jour au lendemain, on se fait à faire 3 4 entraînements assez forts, par exemple, d'impact. Et là, ça peut engendrer des fuites urinaires parce que le périnée ne s'est pas adapté, il a eu trop de contraintes et donc, du coup, bah, forcément, il dysfonctionne. Donc ça peut faire partie des choses. Soit ça peut être également, en fait, on a parlé de ce caisson. S'il y a un dérèglement au niveau du caisson, c'est-à-dire que s'il y a un mauvais engagement du transverse, le transverse permet vraiment de gérer mieux les pressions, c'est-à-dire que le grand droit, à l'inverse, lui, il a tendance à mettre beaucoup de pression sur le périnée, alors que le transverse, vu qu'il fonctionne avec le périnée, en fait, quand on engage notre transverse, sans qu'on y pense, le périnée se contracte automatiquement. C'est un réflexe qui est en place, sauf quand on a des troubles. Et donc, en fait, le transverse, si on n'apprend pas à l'engager correctement, et au CrossFit, c'est très important parce qu'au CrossFit, on engage beaucoup de muscles superficiels comme le grand droit, mais on travaille très peu les muscles profonds. Et donc, en fait, si le transverse s'engage pas suffisamment, et ben forcément, ça va rajouter de la pression sur le périnée et le périnée va pas se contracter en même temps. Ok, donc on peut avoir une dysfonction à ce niveau-là. Pour revenir à ce que tu as dit avant, quand on a soit trop de charge, soit pas la capacité de tenir dans le temps, ça me fait penser un peu au périostite. Dans le sens Exactement. où, alors c'est pas localisé au même endroit, mais voilà, si tu en fais trop vite et que tu n'as pas la capacité de gérer ces impacts, de gérer ce type d'effort, bah, rapidement ton corps il va te signaler que ah, tu as fait ça trop vite, C'est t'as pas exactement suivi ça. les bonnes étapes et tu te retrouves avec un mal au tibia. Ouais. C'est Et exactement ça. le bon exemple qu'on peut retrouver dans ces cas-là aussi, c'est la jeune femme qui va commencer le CrossFit, par exemple, qui va adorer s'y mettre à fond et en fait avoir énormément d'impact répétés, par exemple sur des DU, sur des box jumps. Mm. Et en fait, le périnée n'a pas le temps d'apprendre et pas le temps de s'adapter. Et ce qui fait que on retrouve en majorité au début les fuites urinaires d'effort au CrossFit, on les retrouve là quand c'est la gestion des impacts qui est trop importante ponctuellement. Est-ce qu'à votre avis, pour les femmes qui commencent le CrossFit, il devrait y avoir des séances qui sont spécifiquement adaptées pour ces cas-là, avant même qu'ils ne surviennent, dans le sens où on devrait avoir cette introduction à voilà, comment tu respires, comment tu engages ton transverse, Mm. comment tu utilises ton périnée, etc. Totalement. Et Ouais, ça, ça prendrait quelle forme ce genre de classe à votre avis? Si vous étiez en charge de créer un modèle pour, disons, bah, toutes les boxes de CrossFit en France, par exemple, qui doivent mettre en place ou qui peuvent mettre en place, euh, comment est-ce que vous organiseriez la chose? Je sais que c'est une requête qui Mm. sort de nulle part et qui a un petit peu non, d'envergure, mais je pense que ça peut non. être un exercice de réflexion intéressant et pour que voilà, les gérants de boxe, les coachs se remettent un petit peu en question aussi et se disent, ah bah peut-être qu'il y a quelque chose que je peux faire mieux ou différemment. Mm. Non, mais c'est hyper intéressant comme question et on a commencé à faire quelques séminaires comme ça pour introduire certaines notions, Mm. que ce soit pour les coachs ou pour les adhérents. Je pense qu'on essaierait d'associer un petit peu tous ces éléments-là en parlant de la respiration, Totalement. engagement du transverse Mm. et aussi peut-être on irait pas mal sur construire ou déconstruire des choses qui peuvent paraître
des choses qu'on nous a conseillé de faire et qui sont pas Mm. forcément bons. Tu vois, par exemple, on discutait hier avec une jeune femme qui disait que elle avait été surprise d'entendre que le périnée, il faut pas le contracter tout le temps. Parce que beaucoup dans des cours collectifs, donc on sort un peu du CrossFit, mais dans certains cours, je sais pas, par exemple du yoga ou du pilates, on va dire serrer ton périnée, serrer ton transverse. Et en fait, comme c'est des muscles qui sont posturaux et qui s'engagent normalement automatiques quand t'as pas de Mm. soucis, t'as pas besoin de donner ces consignes-là. Et comme quand certaines ont des fuites urinaires et qu'elles se disent mon périnée est pas bon, et contractent à fond le périnée tout le temps, et comme tu fais Mm. un focus dessus, tu perds un peu tous ces automatismes. Donc je pense que dans ce genre de classe d'introduction, ça pourrait être pas mal aussi de parler rien que d'hygiène de vie, des consignes basiques. Si je parle de déconstruire, je dirais aussi, je sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais on a beaucoup entendu parler du stop pipi à un moment donné où Mhm. ça consiste à tu vas aux toilettes et en fait tu coupes ton jet pour avant c'était entraîner ton périnée et en Ouais. fait c'est pas du tout une bonne chose et du coup ça pourrait servir dans ces classes-là de leur dire ça. Bah ouais, peut-être que dans ce sens-là, ça peut être intéressant de parler justement des choses que vous voyez souvent, que vous entendez souvent, Mm. qui sont peut-être pas nécessairement appropriées. Donc, pourquoi le stop pipi? On va prendre cet exemple. Pourquoi c'est pas un bon exercice? Et pourquoi c'est pas un bon conseil? En fait, il y a, comme on disait tout à l'heure, plus pour les incontinences par urgenturie, comme tu as un échange d'informations, le stop pipi, c'est t'envoies une information aux toilettes, tu dis à ton cerveau et à ta vessie et à tes sphincters, je suis aux toilettes, je fais l'action de faire pipi, ça lance, et en fait, tu donnes une information contraire en disant, hop, on ferme tout, on arrête. Et donc, en fait, comme la continence, c'est un échange et une boucle réflexe, au moment où tu coupes ton jet quand tu es en train de faire pipi, ça perturbe ces réflexes-là. Donc, en test une fois de temps en temps, Mm. ponctuellement, il n'y a pas de souci, mais le faire trop régulièrement, en fait, tu bouleverses un petit peu l'équilibre des réflexes d'information entre ta vessie, tes sphincters et ton cerveau, finalement. Ok, super intéressant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme conseil que vous entendez souvent que vous ne donneriez pas? Ah. Euh, D'aller alors, faire pipi avant l'entraînement? exactement, Ok. c'est ce que j'allais dire. Ouais, souvent, les femmes, justement, soit par peur d'avoir des problèmes urinaires ou alors parce qu'elles en ont déjà eu, elles vont prendre l'automatisme systématiquement avant de s'entraîner, avant de faire un WOD, d'aller faire pipi. Alors qu'en fait, leur vessie, elle n'est pas totalement pleine. Mais par peur, et bah, du coup, elles y vont. Et en fait, bah, c'est pareil, ça dérègle tout parce qu'en fait, la vessie, elle va se dire, OK, il faut que je me vidange alors que je suis pas totalement pleine. Et en fait, elle va prendre l'automatisme d'envoyer des signaux d'envie d'aller aux toilettes alors qu'elle n'est pas totalement pleine. Et ça dérègle tout, Ok. Est-ce que la résultante de ça, ce serait que quelqu'un a tout le temps envie ou besoin d'aller faire pipi? Bah totalement. ouais, tu créerais pour le coup des incontinences par urgenturie. Ce serait le Ouais. risque. Ok. Et également aussi je sais que on a tendance aussi à boire des Noco, des choses comme ça. C'est des produits qui sont remplis de caféine et en Mhm. fait, il y a des choses qui sont excitateurs de vessie et entre autres, la caféine en fait partie. Et donc, du coup, ça peut aussi bah, exciter la vessie et rendre une vessie un peu hyper excitable. Mhm. Ok, donc on a le fait d'aller aux toilettes avant une séance. Donc après, j'imagine qu'au niveau logistique, on va nous dire, ouais, mais bon, t'as pas envie d'arrêter ton WOD au milieu et puis de devoir aller aux toilettes. Qu'est-ce que tu répondrais à une remarque comme ça? Vas-y, Lisou. Euh, c'est une très bonne remarque. Mais là, on va arriver du coup sur un sujet qui est peut-être un peu touchy, c'est d'adapter l'entraînement. C'est ce qu'on fait nous beaucoup en kiné et c'est Mhm. hyper dur pour les sportifs souvent d'entendre ça, de se dire bah je décharge ou j'adapte mon volume parce que je suis blessée. Mais en fait, au CrossFit ou n'importe quel entraînement, hein, finalement en course à pied, quand tu as des fuites urinaires, eh ben, l'idée c'est de se dire je fais pour mon périnée le nombre de séries ou de répétitions qui est tolérable, Mm. mais je coupe ou je découpe, tu vois, fractionner ta séance ou Mhm. fractionner l'exercice qui te pose problème pour pouvoir pas aller au-delà et du coup pas s'entraîner en ayant tout le temps des fuites et que ça devienne un automatisme. Donc ce serait vraiment voilà, adapter et fractionner et gérer la charge.
Et en lien avec la vessie, le problème, c'est que si la vessie, elle est plus habituée à faire de l'activité physique étant semi-pleine, bah, en fait, ton corps va jamais s'adapter pour permettre ça aussi. Et ton périnée, il va pas être capable de supporter ça. Et donc, du coup, ça devient problématique. Ouais, parce qu'en gros, tu te mets dans un petit peu un engrenage ou Mhm. une boucle sans fin où faut absolument que ce soit vide pour que j'aille m'entraîner. Si c'est pas vide, j'arrive pas à gérer, donc il faut C'est que je vais ça. vider. Et au final, tu n'arrives jamais à faire les choses correctement, quoi. C'est Et, exactement ça. et le risque aussi, c'est qu'il y en a certaines qui se disent bah, j'arrête. Enfin, Mm. comme disait Laura, ça, c'est pas une solution parce que du coup, tu Mm. crées pas d'adaptation sur tes tissus. Si tu te dis j'ai une fuite sur cet exercice-là, Mm. je le fais plus, c'est pas la solution. Tu prends le risque que la prochaine fois tu le fais, t'as aucune adaptation qui a été faite et que tu as encore des fuites, quoi. C'est vraiment Mm. continuer l'activité physique, mais la modérer. Ok, on va revenir ensuite, hein, sur quelles étapes suivre une fois qu'on se retrouve dans cette situation où on a d'incontinence urinaire. Euh, D'autres conseils que vous avez entendus que vous aimez pas trop entendre? Alors ça, c'est pas vraiment des... Je pense pas qu'on ait de conseils justement sur le sujet et on devrait Mm. davantage en avoir, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent de constipation. Il y en a Ok. énormément. Et ce qui se passe, c'est que elles gèrent, je pense, peu cette constipation-là, donc autant par l'alimentation, par l'hydratation. Et ce qui se passe, c'est que en fait, elles viennent à pousser aux toilettes pour évacuer ces selles. Donc en effet, c'est pas très glamour comme sujet, mais ce qui se passe, c'est que à force de faire ça, déjà le périnée, en fait, il supporte beaucoup de poids parce qu'en fait, vu qu'elles évacuent pas leur selle, eh ben, c'est un poids sur le périnée, il porte ça Mhm. toute la journée, donc déjà ça lui met une charge supplémentaire. Et en plus de ça, en fait, vu qu'elles poussent pour évacuer leur sel, elles ont tendance à le fragiliser leur périnée parce que comme on l'a expliqué, et ça c'est hyper important de le comprendre, c'est que vu que c'est pas un ensemble de muscles, il y a aussi des ligaments des fascias. Une fois qu'ils sont distendus parce qu'on pousse trop fort dessus, parce qu'il y a eu trop de surpression, en fait, ces ligaments, ils vont jamais revenir à l'état initial. C'est comme suite à une entorse, c'est exactement la même chose. Mm. Et donc, en fait, à force de pousser sur leur périnée, elles peuvent par la suite le fragiliser. Et on n'a pas parlé d'autres problèmes urinaires, mais ça peut créer aussi ce qu'on appelle des prolapsus, qui est communément appelé descente d'organes. Mhm. Ok. Donc ça, c'est un autre truc auquel il faut faire attention. Comme tu as dit, on n'en parle pas assez. Est-ce qu'il y a d'autres sujets comme ça ou d'autres choses que vous entendez ou que les femmes avec qui vous travaillez vous disent, ah, on m'avait dit ça, qu'il faut en gros, qu'on remette les pendules à l'heure et que les gens sachent quoi dire et quoi pas dire. Bah, au même type que la constipation, ce que Laura disait sur l'hydratation, Ouais. il y en a qui ont des fuites urinaires et qui vont prendre le réflexe de moins s'hydrater. Mhm. Donc ça, Mm. par exemple, c'est pas non plus un bon conseil. Il faut Ouais. continuer de s'hydrater, trouver d'autres solutions, mais il faut continuer à s'hydrater Mm. même si on a des fuites. Ok. Totalement. Ok. Alors revenons sur le cas de base, si on veut bien. Donc, une femme se rend compte qu'elle a des fuites urinaires sur certains exercices. Quelle est la démarche à entreprendre à partir de ce moment-là? Vous avez déjà parlé du fait de fractionner le travail, de ne pas faire trop, mais de ne pas rien faire non plus. En Totalement. parallèle à tout ça, quels exercices il faut mettre en place? Comment est-ce que vous abordez ces choses-là quand vous travaillez avec des femmes? Bah, je pense que la priorité là-dessus, on se rejoint vraiment, c'est qu'en fait, il faut qu'elle soit bilantée. Parce que c'est impossible de faire une trame commune. On est toutes différentes. En fait, on s'est rendu compte avec Lise, on leur fait en fait plein de testing en amont, tout un bilan poussé, que ça peut venir de vraiment plein de choses différentes. Et contrairement à ce qu'on pense, c'est que même au CrossFit, par exemple, ça rentre beaucoup au jeu. Là, on n'en a pas encore parlé. C'est de la technique. C'est qu'en fait, beaucoup Mm. de femmes ont la technique qui n'est pas adaptée. Des fois, soit sur port de charge lourde, ça arrive, ou soit par exemple au DU ou au box jump. Et en fait, ça engendre des fuites urinaires parce que en fonction de comment est placé ton bassin et tes lombaires, ça va plus ou moins mettre de pression sur ton périnée. Et donc, du coup, ça a un réel impact, c'est-à-dire qu'en fonction des positionnements, ça peut avoir un impact sur le périnée. Donc, ça peut venir de la technique qu'il faut retravailler, une remise en charge progressive du périnée, donc bien modérer les contraintes. Ça peut être si le périnée est faible, le renforcer. Si les abdos ne se contractent pas quand ils devraient, ou les abdos profonds se contractent pas suffisamment, bah, peut-être les réactiver, travailler la respiration, ça paraît évident. Il y a beaucoup de femmes qui font d'apnée pendant pas mal
de mouvements techniques, etc. Donc certaines apnées, c'est OK, mais il y a une manière de le faire. Et des fois, il faut savoir aussi déjà juste tout simplement correctement respirer. Et puis aussi, retravailler l'activation des muscles du dos, le positionnement des muscles du dos, parce que, en fait, respecter les courbures physiologiques de la colonne et du bassin, c'est prioritaire pour avoir un périnée en bonne santé. Tu parlais tout à l'heure du fait que le transverse et le périnée s'activent ou s'enclenchent en même temps dans une situation, entre guillemets, normale. Mm. Quand tu parlais des positions du bassin qui sont pas propices au bon fonctionnement du périnée, est-ce que on parle de lordose excessive, par exemple, où on a une cambrure qui est très très importante et donc on n'a plus cette symétrie entre le diaphragme thoracique et le diaphragme pelvien? Et ben, c'est plutôt l'inverse, dans le Ah, sens où, en fait, ça a été prouvé que déjà, même les femmes, à partir de 30 ans, on perd notre lordose physiologique. On ok. a tendance à la perdre. Donc, je sais pas, je pense que c'est en lien avec notre sédentarité, Hmm, qui est de plus en plus importante. Et en fait, on est censé être lordosé et légèrement antéversé. Ce hmm, qui fait que la vessie, elle se retrouve plaquée, en fait, contre ta symphyse pubienne, globalement. Et ce qui se passe, c'est que, en fait, si tu n'as pas suffisamment d'antéversion, si tu es plutôt en position vraiment très neutre, on n'aime pas ça parce que pour nous, le neutre, c'est la bonne posture. C'est-à-dire que si tu n'as pas cette antéversion et cette lordose lombaire, et ben, ce qui se passe, c'est que du coup, les pressions, elles se retrouvent vraiment perpendiculaires au sol sur ton périnée. hmm. Ta vessie n'est plus en contact avec ta symphyse pubienne, elle peut plus se reposer. Et là, ça met énormément de pression sur le périnée. Et justement, ce qui est énormément dit aux femmes, c'est tu es trop lordosée. Et ça, vraiment, je pense nous, on voit énormément de femmes qui, justement, passent leur vie en rétroversion. Elles serrent les fesses, elles rentrent le ventre. Et en fait, c'est catastrophique pour le périnée, hein. Et même pour, du coup, ça met énormément de contraintes sur les lombaires, sur les disques vertébraux. Enfin, c'est vraiment pas top. C'est très très intéressant parce que ça va un petit peu à l'encontre de ce que j'avais pu entendre dans certains courants de pensée type, je ne sais pas si ça vous parle, PRI, l'Institut de la restauration posturale, Ok. Postural Restoration Institute, et il parle beaucoup justement cette position entre guillemets neutre avec le Mm, diaphragme pelvien aligné au diaphragme thoracique et le fait d'avoir cette neutralité, cet engagement du transverse, etc. Mais donc, comme tu le dis là, peut-être que d'aller trop loin dans ce sens-là, c'est mm, pas bon non plus, quoi. totalement. Ok, donc ça, c'était sur la position du bassin. Vous avez parlé du fait que chaque femme est différente. Chaque femme, Mm. donc on doit faire une évaluation pour voir. Vous avez, j'imagine qu'avec avec toute votre pratique, vous avez un bon système de test maintenant. Quels sont les éléments clés de votre bilan sans nécessairement parler de tout en détail, mais pour donner une vue un petit peu générale d'un bilan, à quoi ça peut ressembler? Bah, déjà, on va les faire se tester sur toute la mobilité comme on a dit que c'était un ensemble, un caisson, on va regarder la mobilité des thoraciques, des lombaires, du bassin, des hanches. À partir du moment où on identifie une lacune sur une certaine mobilité, ça peut expliquer plus ou moins les raisons des fuites. Ensuite, on va tester, voir si elles arrivent à contracter leur périnée. Mhm. Enfin, si tu arrives à le conscientiser ou non, et là, dans ces cas-là, on passera peut-être par d'autres professionnels de santé ou des professionnels de santé en physique, voir si ce qu'on appelle le réflexe de synergie entre le périnée et le transverse, on le vulgarise comme ça, parce que c'est tous les muscles du périnée avec une partie des muscles des abdos, et on va voir si ce réflexe-là est présent. À partir du moment où ce réflexe-là est présent, on fait un gros travail de ce que tu disais tout à l'heure. Nous, on appelle ça le contrôle postural. Donc, tu poses des fondations avant d'aller travailler sur des choses beaucoup plus techniques, mais pour garder cet automatisme de contraction involontaire des muscles du périnée et des muscles du transverse. Donc, on vérifie qu'elles ont ce réflexe-là dans différentes positions aussi, parce que parfois, en fait, là, c'est un autre sujet, on va peut-être y revenir, mais la position allongée, quand tu es relâché, que tu es allongé, que tu contractes ton périnée, tu vas peut-être mieux le sentir que quand tu es debout. Et puis, on va aussi le tester en mouvement, puisque finalement, les fuites urinaires d'effort, elles Mm. arrivent dans des mouvements qui sont plus fonctionnels. Hmm. Ouais, donc j'imagine que voilà, plus la position est contraignante, plus l'impact est important, plus la vitesse est importante, plus la Mm. charge est importante, c'est toutes les choses qui vont amplifier le problème. Totalement. Et c'est pour ça qu'on regarde, souvent on fait beaucoup d'analyses vidéo, des techniques,
parce que c'est vrai que c'est hyper important et ça nous donne énormément d'informations aussi sur ce que ça peut engendrer sur le périnée, hein. Mhm. Ouais, c'est très très intéressant. Donc voilà, pour revenir un petit peu sur la globalité des incontinences urinaires, c'est pas un truc à juste laisser, c'est pas un truc Mm. faut pas juste laisser faire, c'est un truc dont il faut, voilà, faut prendre ses responsabilités et il faut commencer à prendre on va dire, entreprendre la démarche pour régler cette situation, hein, c'est ça? Ouais. Ouais, Mais totalement. le plus dur, c'est d'en parler au début, je pense. Ouais, bien Mm. sûr. Tu vois, c'est soit dans ton entourage, soit aux médecins ou des professionnels de santé. C'est vrai que il y a certaines femmes qui sont pas du tout à l'aise avec ça, puisque c'est quand même une anatomie, c'est très intime. Mhm. Donc de viser, de se dire, bon, bah, j'ai des fuites, tu culpabilises un petit peu, comme c'est tabou, t'en parles pas trop, du coup, tu as du mal à te prendre en charge. Mais en fait, le début, c'est vraiment d'en parler, de voir les différentes solutions qui existent, et pas de s'en accommoder en se disant, bon, bah voilà, j'ai 30 ans, j'ai des fuites, c'est normal. Non, c'est pas normal, et c'est pour ça que c'est hyper important d'en parler. Je me permets d'interrompre cet épisode pour te dire que si tu souhaites progresser en cardio, devenir plus endurant, mieux récupérer sans nécessairement t'entraîner plus dur, je t'ai préparé une mini formation en 4 vidéos pour t'expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur les zones d'entraînement et comment les appliquer dans ton quotidien. Clique sur le lien dans la description pour accéder gratuitement à cette formation. Si on a des coachs qui nous écoutent et qui se sont trouvés dans cette situation où ils ont des sportifs ou des athlètes qui souffrent d'incontinence urinaire ou de fuite, comment est-ce qu'on peut aborder le sujet de manière intelligente, de manière, on va dire, neutre et essayer voilà, d'ouvrir ce canal de communication sans rendre la personne mal à l'aise ou quoi que ce soit? Qu'est-ce que vous conseilleriez à ces personnes? Je pense que c'est important déjà bah, que même si la personne n'est pas formée, le coach n'est pas formé, de dire OK. Donc déjà, je prends en compte que tu as des fuites urinaires, savoir quel est le mouvement, qu'est-ce qui pose problème, de trouver peut-être des petites adaptations pour commencer et de lui dire que c'est pas normal et que il faut qu'elle aille consulter. Il faut qu'elle aille consulter, qu'elle soit suivie par des personnes spécialisées dans le domaine et que en plus, ça, on en parle très peu, mais ça nuit vraiment aussi aux performances de la femme parce que vu que dans ce caisson, il y a un déséquilibre, les pressions sont très mal gérées, en fait, sur du long terme, ça peut engendrer même des maux de dos, d'autres pathologies. Et ça va aussi nuire aux performances. Donc, les femmes, souvent, elles mettent de côté en se disant, bon, bah, j'arrive à le cacher. Bon, ça peut passer à travers, mais en fait, par la suite, ça peut vraiment devenir de plus en plus problématique et si c'est pas traité, ça peut devenir dramatique. Et je pense que les coachs voient quand même même si c'est possible, des fois, elles n'osent pas en parler, mais pourtant, les coachs les voient aller rapidement aux toilettes ou aller changer, d'aller peut-être aborder juste le sujet en disant, écoute, tu sais, c'est pas normal, il y a des choses qui peuvent être mises en place. Et rien que déjà de commencer à en parler, c'est déjà, je trouve, hyper important. Et dans l'autre sens, pour les filles ou les femmes qui en souffrent, c'est quoi la manière la plus simple à qui aller parler en premier, on va dire? Peut-être que c'est ça la première étape. Mm. Bah, Bah, ça, c'est une super bonne question. Je ne sais pas si toi, Laura, tu avais une réponse plus précise, mais c'est quand c'est pour des sportives, c'est là où nous, on a vu un peu les limites de du cabinet de kiné. C'est-à-dire que t'en parles, le mieux, je pense que c'est d'en parler à tes copines, d'essayer Mm. de voir, de trouver des solutions. Parce que quand tu vas voir le médecin, il va peut-être systématiquement te donner une ordonnance de séance de kiné, hein, ou d'une sage-femme pour faire de la rééducation périnéale classique. Mais en fait, c'est là où la sportive, elle va sûrement trouver des limites. Tu mm, vois, nous, on a souvent en coaching des femmes qui ont déjà fait de la rééducation périnéale et pour qui ça n'a pas été efficace parce que la rééducation périnéale classique, ça peut aider plein de femmes. mm, Mais pour les sportives, il faut aller un petit peu plus loin. Donc, c'est pour ça que nous, on essaie d'en parler, de faire comprendre qu'on peut aller plus loin parce que justement, pour ces femmes-là, d'où ta question de se dire à qui j'en parle, bah, c'est un peu problématique parce que tout le monde n'est pas bien informé qu'on peut aller plus loin que la rééducation périnée classique. Ouais, ça me fait penser juste à la physio ou la kiné et le lien avec le sport de performance, hein, il y a quand même il y a quand même une séparation entre les deux. Alors, idéalement, il faut qu'on trouve des moyens de les lier dans le sens où
le kiné doit travailler de pair avec le préparateur Mm. physique pour qu'il y ait une continuité dans cette réathlétisation après une blessure potentiellement. Mais c'est vrai que si on fait juste les séances entre guillemets au cabinet avec le physio ou le kiné et qu'ensuite on va tout de suite aller sprinter sur le terrain alors qu'on s'était fait un ischio, bah, il y a certainement deux, trois étapes qui manquent entre les deux. Et Mm. d'après ce que vous décrivez, c'est ce que vous essayez de combler comme gouffre, c'est cette transition entre les exercices de base et véritablement la performance sportive qui n'a pas du tout les mêmes demandes que voilà, simplement avoir un contrôle de son périnée au Mm. quotidien sans nécessairement aller voilà, courir, soulever des charges et faire des mouvements qui sont quand même assez contraignants pour le corps. Exactement. Ok, donc voilà, il faut faire les choses correctement et il ne faut pas juste se cantonner entre guillemets à la base. Il faut aller plus loin, il faut Mm. faire le lien entre cette rééducation périnéale et l'aspect sportif, parce que juste faire la première étape, c'est pas suffisant pour ensuite, entre guillemets, régler les soucis dans un contexte sportif. Mm. Super. Est-ce qu'on a oublié quoi que ce soit quand on parle d'incontinence urinaire chez la sportive? Est-ce qu'il y a des choses qu'on a oublié de traiter ou de mettre en avant? Bah, on a vu pas mal de choses. Après, ça, c'est un, un sujet. Bah, après, on peut mettre les deux pieds dans le plat. Je trouve assez intéressant à aborder, en tout cas qu'on puisse échanger par la suite, même avec les femmes sur ce sujet. C'est concernant, tu vois, la sangle d'haltérophilie qui est pas mal mis au CrossFit. Ok. Qui est mis, je trouve, c'est mon avis, qui est mis un peu à tout va, c'est-à-dire dès qu'il y a un petit WOD, je mets la sangle, allez, c'est parti. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est quand même assez dramatique pour le périnée parce que quand en fait le diaphragme vient appuyer sur les viscères, vu que la sangle retient ces viscères, les viscères, elles n'ont pas le choix de pousser quelque part, elles vont bien évidemment pousser sur le périnée. Et donc je pense que quand il y a des pratiques peut-être élites, elles sont plus sur de la santé. Là, ok, on est peut-être ok. Il y a des fois, elles sont ok pour prendre voilà ces risques-là. Mais quand c'est plutôt amateur, je pense que c'est à prendre en compte que déjà en amont, il faut peut-être bosser son gainage, peut-être bosser juste des bases avant de se dire, OK, je mets la sangle pour mettre juste 2 kilos de plus. Et en fait, par la suite, vous allez bousiller votre périnée parce que en fait, vous n'avez pas respecté les étapes et parce que en fait, la sangle, elle va pas vous gainer à votre place. C'est pas pour autant que vous n'allez pas pouvoir faire dos rond. Et du coup, bah, ça devient dramatique pour le périnée, quoi. Ouais, parce qu'en fait, tu rajoutes une charge en fait sur le périnée. Si on prend comme tu l'as bien écrit, le caisson avec le diaphragme pelvien ou le périnée, le transverse ou les parois abdominales et ensuite Mm. le diaphragme, l'idée avec cette ceinture, c'est qu'on va se donner quelque chose contre lequel on peut pousser. En fait, C'est c'est ça. exactement ça. On va pouvoir compresser en fait cette cavité Totalement. intra-abdominale pour générer la stabilité, notamment au La niveau lombaire, rigidité. Ouais, tout à rigidité, fait. stabilité au niveau Mm, lombaire. mm. Mais voilà, la contrainte supplémentaire, c'est que, eh ben, vu que on a ce mur véritablement contre lequel on va pousser Mm. et venir se caler contre, eh ben, la pression supplémentaire qu'on a générée, parce que c'est ça, en fait, c'est un outil pour Totalement. générer plus de pression intra-abdominale, c'est ça. C'est ça, et Euh, totalement. et donc, si tu n'as pas le périnée qui suit, eh ben, ça fuit. Exactement. Ouais, donc voilà, faut faire gaffe avec l'utilisation de la ceinture. Faut l'utiliser intelligemment au bon moment pour les bonnes raisons. Et surtout, Totalement. il faut, et surtout, je pense qu'il faut se dire que si on a des fuites urinaires ou des soucis de ce côté-là, c'est Mm. un outil à utiliser de manière consciencieuse peut-être. Mm. Ouais, totalement. C'est exactement ça. Ok, super. Alors très bien qu'on ait abordé le sujet de la ceinture parce que c'est vrai que, comme tu l'as dit, on la voit beaucoup. Ouais. Et c'est important de comprendre le rôle que joue cette ceinture et la gestion de ces pressions intra-abdominales. Euh, Est-ce qu'il y avait autre chose sur les incontinences urinaires avant de passer à la suite? Non. Non, on a Super. dit une bonne partie, ouais. Mm. On a bien fait le tour déjà. J'espère que on a pu vulgariser un petit peu le sujet pour toutes les personnes qui nous écoutent, hommes, femmes, parce qu'on doit tous comprendre et connaître ces paramètres-là si on est amené à travailler avec des femmes Mm. un jour, et pour la Ouais. plupart des coachs, c'est le cas. Tu avais autre chose? Oui, dans le sens où c'est vrai qu'on n'en parle peut-être pas assez. Pourquoi les femmes ont plus de problèmes urinaires que les hommes? Ah, ouais, ouais. En fait, c'est assez simple, hein, c'est lié à l'anatomie, vu que nous, on a un vagin et un utérus.
et du coup un orifice supplémentaire, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a vraiment du coup un espace vide dans notre statique pelvienne Mhm. que les hommes n'ont pas. Parce qu'en fait, déjà, ils n'ont D'accord. pas cet orifice-là, ils n'ont pas cet espace vide. Et ce qui se passe, c'est que dès qu'en fait, il y a une mauvaise gestion des pressions, cet espace vide, il va être comblé par tout ce qu'il y a autour. Tout ce qu'il y a Mhm. autour va pousser dans cet espace vide et va du coup directement sur le périnée, sur l'orifice. Ouais. Et en fait, les hommes ont du coup beaucoup moins de problèmes, sauf quand il y a des problèmes de prostate par la suite, mais parce qu'en fait, ils n'ont pas cet espace vide, ils n'ont pas un orifice supplémentaire, et donc en fait, le caisson est beaucoup plus, il est fait, enfin, plus facilement fermé, donc du coup, ils n'ont pas ces problèmes-là par rapport aux femmes. Ouais, donc il est déjà, peut-être, ouais, comme tu l'as bien décrit, plus fermé à la base que Exactement. pour la femme, juste simplement au niveau anatomique. Mm. Mm. Ouais, ouais, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Tu as bien fait de l'aborder. Et donc, j'encourage hein, tous ceux et celles qui nous écoutent, si vous avez des questions, vous retrouvez le lien Insta de Lisa et de Lise, pardon, et Laura dans la description du podcast. Donc, allez leur poser vos questions directement sur Instagram parce qu'on ne veut pas on veut pas laisser ces choses de côté. Voilà, on veut faire les choses bien et intelligemment. Pour passer au sujet suivant, je voulais parler de l'accompagnement sportif de la femme enceinte. Le sport et le fait d'être enceinte, à mon avis, c'est un sujet qui sera toujours au goût du jour. Et on entend plein de choses dans un sens comme dans l'autre. Donc, partons peut-être d'abord sur les deux extrêmes. Euh, qu'est-ce qui, euh, Quand on va trop loin en termes de restrictions pour une femme enceinte de sport, ça ressemble à quoi? Et ensuite, d'aller trop loin pour la femme enceinte qui veut continuer à faire du sport, à quoi ça ressemble? Et ensuite, on se recentrera sur le milieu, sur quelque chose de peut-être qui va tenir la route pour la majorité des gens. Bah, déjà, si on part un peu des recommandations, c'est quand même conseillé à la femme enceinte de faire 90 minutes d'activité physique modérée par semaine. OK? Bon, pour celles qui tombent enceintes et qui ont un peu peur ou des appréhensions, il y en a certaines qui vont totalement arrêter le sport. Tu vois, on entend au début, j'arrête la course à pied parce que les impacts, ça peut avoir augmenter le risque de fausse couche. Et du coup, il y en a qui vont complètement arrêter. Donc, on sait hein, que l'activité physique pendant la grossesse, ça a beaucoup de bienfaits sur le diabète gestationnel, l'hypertension artérielle, Mm. euh, le, le- le bien-être de la femme, le Et fait que la rétention d'eau aussi, enfin, ça a beaucoup de bienfaits. Donc, il faut continuer à faire de l'activité physique enceinte. Il faut potentiellement l'adapter. Et pour celles qui, dans l'autre côté d'extrême, qui vont continuer à fond à faire de l'activité physique, au final, je pense que les femmes, elles ont quand même une bonne capacité à s'écouter pendant leur grossesse. mm. Et finalement, on les bride peut-être beaucoup trop. Ouais. Et en fait, elles sont capables d'y aller. On a un bon exemple hein, dans le CrossFit. Tout le monde a vu, Mm. c'est à ça que tu pensais. Tout le monde a vu Tia Claire Toumé qui a continué à faire du CrossFit jusqu'au bout et c'était vraiment hyper impressionnant. Après, voilà, c'est une athlète vraiment hors pair et chacune va gérer sa grossesse différemment, mais encore une fois, je pense qu'elles sont vraiment capables de s'écouter. Le seul risque qu'on pourrait avoir, mais ça, il faudrait qu'on lui demande, qu'on ait plus un feedback là-dessus, c'est sur le diastasis. Donc le diastasis, c'est l'écartement des abdos au niveau de la ligne blanche. Donc quand les grands droits s'insèrent sur la ligne blanche, qui est une ligne continue sous la peau, sous le nombril. Hein. Peut-être que s'il y a des femmes qui nous écoutent, elles vont reconnaître pendant leur grossesse. C'est une ligne qu'on voit qui se colore avec les hormones. Et en fait, pour laisser de la place au bébé, cette ligne-là, elle est écartée et les abdos, les grands droits s'écartent pour laisser de la place au fœtus. Et donc, le diastasis, c'est après l'accouchement, le reste, ce qui reste de l'écartement de cette ligne blanche. Et en fait, la question de faire de l'activité physique à fond, à fond, à fond, à fond pendant sa grossesse, avec beaucoup d'activités de grands droits et d'abdos, Mm. ça pourrait être ce risque-là, ce questionnement-là, en tout cas pour nous, c'est de se dire est-ce que ça a peut-être augmenté son diastasis? Est-ce qu'elle aurait pu faire les choses différemment ou certaines peuvent adapter les activités, quoi.
Quel type d'activité physique vont mettre plus de pression justement sur ce grand droit? Bah, tout... Alors ça, c'est pareil, il y a des sujets de discorde là-dessus. C'est notamment dans la rééducation, à un moment donné, on disait qu'il faut absolument pas mettre les grands droits en jeu parce que sinon on vient encore plus tirer sur ce diastasis-là. Il n'y a pas encore de preuves scientifiques là-dessus, mais ça, Mm. c'est en discussion de se dire qu'en fait, ce serait pas mauvais. Et finalement, le fait de tirer sur un tissu, ça aiderait peut-être à cicatriser plus facilement. Hmm. Donc, pendant la grossesse, de toute façon, quand elles font des activités qui engagent leur grand droit, tu vois un petit dôme sous cette ligne blanche Hmm. qui fait une diastase. Et donc, à chaque fois que celles qui en ont un assez important, quand elles engagent leur grand droit, ça augmenterait ce petit dôme-là. Ok, donc ça c'est pour après la grossesse. Pendant la grossesse, donc tu l'as dit avant, en général peut-être qu'on bride un petit peu trop les femmes sur leurs Ouais. activités physiques. Mm. Tu as parlé d'adapter les activités physiques durant la grossesse. Quelles modifications tu conseillerais? Et encore une fois, c'est peut-être difficile de donner des conseils généraux parce que vous l'avez répété plusieurs fois, chaque femme est différente, chaque personne est unique et on doit y aller au cas par cas. Mais disons, s'il y avait des adaptations de l'entraînement général que vous donneriez pour les femmes qui débutent leur grossesse et pour aussi les femmes qui terminent leur grossesse, parce que j'imagine que les recommandations ne sont pas pareilles, qu'est-ce que vous diriez de manière générale? En fait, ce serait plutôt une adaptation du côté mécanique. Tu vois, par exemple, quand tu vas faire push-up ou des burpees, bah, tu as la place du ventre qui Mhm. fait que tu es obligé d'adapter certains exercices par rapport à l'anatomie du moment. Mhm. En soi, c'est un peu l'inverse du quand tu fais des coachings pour les femmes enceintes, c'est un peu l'inverse que le coaching classique où au fur et à mesure des mois, tu vas augmenter dans tes performances, sur tes charges et tout ça. Finalement, la grossesse, c'est enfin l'activité physique pendant la grossesse, c'est soit un maintien, soit Mm. tu vas diminuer un petit peu ces charges-là pour Mhm. les encourager et les accompagner à continuer. Après, sur une recommandation, tu vois, c'est tellement particulier, c'est tellement propre à chacune. Et puis, il faut gérer aussi par rapport aux douleurs, tu vois, Mhm. la mobilité. Il y aurait pas de truc clé, Mm. sauf si toi, tu penses à quelque chose, Laura. Bah, après, c'est vrai que nous, on axe beaucoup sur l'activation des muscles profonds. Donc, on est quand même pas mal sur le transverse, le diaphragme et le périnée pour en fait les aider à s'adapter aussi au changement morphologique qui est engendré par la grossesse. Je pense que c'est vraiment ça. C'est surtout plus vraiment un accompagnement pour adapter les situations en fonction de comment elles gèrent les choses. Mais c'est un peu comme en général, c'est-à-dire que ce qui va créer aussi le diastasis, ça peut être souvent des hyperpressions, c'est de bien gérer en fait tout ce qui est hyperpressif. Après, il n'y a pas eu d'études sur de la haute intensité. Je pense que quand même à fin de grossesse, la haute intensité, je pense pas que ça soit recommandé parce que le fœtus va être moins vascularisé, mais de l'intensité modérée, je pense que c'est tout à fait toléré et surtout c'est arrêter. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se disent que du coup elles doivent arrêter les sauts. Tout ce qui est impact, saut, course à pied, box jump, DU, en fait, c'est pas du tout. Enfin, à aucun moment ça va déclencher de fausses couches et c'est pas vraiment, c'est pas contre-indiqué si votre corps le supporte bien, que ton périnée il gère très bien les impacts. Au contraire, il y a beaucoup de femmes et là c'est de plus en plus mis en avant. Il y a énormément de femmes qui courent jusqu'au neuvième mois, juste avant d'accoucher, le jour d'avant. Donc il faut juste adapter. En effet, on va peut-être pas avoir les mêmes performances qu'avant. Parce que déjà, on a peut-être 10, 15 kilos sur le dos, mais je pense qu'il y a énormément de choses qui sont possibles. Ok, donc deux choses que je retiens. Déjà, la première, c'est que faut pas avoir peur. Hein, Non. voilà, et il faut Mm. laisser la femme aussi s'écouter et se gérer, parce que dans sa grossesse, elle va aussi avoir des signaux qu'elle peut lire et qu'elle peut interpréter. Donc voilà, pas imposer de la peur ou de la restreinte, simplement, si nécessaire, adapter. Est-ce que le fait d'arrêter trop tôt, justement, tout ce qui est course à pied, DU, saut, Mm, impact, ça peut ensuite peut-être retarder même la rééducation postpartum ou mm, et j'imagine, pour revenir au sujet d'avant, sur les incontinences urinaires, est-ce qu'il y a Mm. plus d'incontinence urinaire post-accouchement qu'il n'y a de manière générale chez une femme qui n'aurait pas eu d'enfant, par exemple?
Bah après, je ne sais pas s'il y a eu vraiment des études sur le sujet, mais en tout cas, nous, on l'a même vu et ça a été très intéressant. C'est-à-dire que nous, on a vu des femmes qui avaient des problèmes de fuite urinaire avant d'être enceintes, des témoignages. Et en fait, quand elles ont commencé, se sont mis remises à la course à pied pendant leur grossesse. Et bizarrement, en fait, elles n'ont plus eu du tout de fuite urinaire parce que le périnée a une remise en charge progressive, c'est-à-dire qu'avec le poids du bébé, le périnée a eu de plus en plus de poids. Et donc, du coup, il s'est renforcé et elles sont sorties en postpartum avec un périnée d'enfer parce que en amont, Hmm. eh ben, elles ont continué à bouger, elles ont eu Voilà. d'impact avec quelque chose de lourd, mais vu qu'il y a eu de la progression, eh ben, ça l'a fait et c'est vraiment au top. Voilà, donc on pourrait presque se dire que le fait de continuer à courir et de faire ces activités qui sont un petit peu plus dynamiques durant sa grossesse, c'est peut-être même une bonne idée. Totalement. Mm. Et puis, on le voit hein, en rééducation postpartum, celles qui sont restées actives pendant leur grossesse, celles qui ont continué jusqu'au bout ou au max possible, finalement, elles arrivent, soit nous on les voit en coaching, soit on les voit au cabinet, elles sont beaucoup plus en forme. Et Mm. le périnée, déjà, elles savent comment le contracter, elles savent engager leurs muscles profonds. Et en fait, tu as juste de l'éveil, le Pyrénées peut être Mm. un petit peu sidéré, mais juste reprendre conscience de tout ça. Et c'est vrai que ça se fait beaucoup plus rapidement si elles sont restées actives pendant leur grossesse. Et il y a un autre avantage duquel on n'a pas parlé, mais je suis obligé de le faire parce que j'en ai une de l'autre côté, juste derrière moi ici, une petite mitochondrie qui traîne. On hérite nos mitochondries de notre maman uniquement. Mm. Et plus la maman est en bonne santé et plus les mitochondries seront contentes et plus l'enfant aura d'énergie et sera bien loti de ce côté-là aussi. Mm. Totalement. Donc, mesdames, courez, courez, continuez à Mm. rester actives dans la mesure du raisonnable, bien entendu. Mais je pense que c'est très important de faire passer ce message et que voilà, les femmes, elles sachent qu'elles peuvent continuer à faire du sport, qu'elles sont même encouragées à continuer à faire du sport tant que voilà, c'est pas contraignant pour elles et leur situation, mais il faut vraiment pas avoir peur d'aller dans ce sens-là, quoi. Mm. Totalement. Et je reviens sur ce que tu dis sur le fait de continuer, c'est que Mhm. comme là on s'adresse à un public qui est très sportif, effectivement il faut continuer. Si certaines nous écoutent, si elles sont pas trop sportives, il faut y aller doucement. Pour celles qui se mettent à faire du sport Mm. pendant la grossesse, on va pas se mettre tout de suite, mais ça c'est logique pour tout le monde, hein, peu importe l'activité qu'on commence. Si on commence le footing enceinte, faut y aller progressivement quand même, quoi. Mm. C'est peu importe pour le périnée, pour Mm. le fœtus, mais pour toutes les autres articulations du corps, quoi. C'est vraiment, Ouais. il faut continuer, mais mettez-y vous progressivement quand même, quoi. Est-ce qu'on a d'autres informations sur l'effet, par exemple, du renforcement musculaire sur tout ce qui est tendineux, ligamentaire, parce qu'on sait qu'il y a des changements assez importants chez la femme enceinte, Mm. notamment dans les dernières semaines, si je ne me trompe pas à ce niveau-là. Est-ce Mm. qu'on a des informations sur les bienfaits du renforcement durant la grossesse Oui. par rapport à ces idées-là? Ouais. Totalement. Bah, ça réduit en fait les lombalgies essentiellement. Hmm. Souvent, les femmes souffrent énormément de maux de dos et donc en fait, ça les réduit. C'est assez simple. C'est que en fait, le système ligamentaire est à cause des hormones, le système ligamentaire va petit à petit se distendre. C'est leur objectif. Leur objectif, c'est le passage du bébé à l'accouchement. Ouais. Et donc, forcément, toutes les articulations, et pas que les articulations du bassin, vont être petit à petit distendues. Et donc, forcément, ça peut engendrer bah, des douleurs au niveau du bassin, mais aussi au niveau des lombaires, c'est souvent le cas. Et c'est simple, hein, l'activation musculaire va faire que ça va maintenir le tout et amener un confort incroyable à la femme. Donc, si vraiment d'activer, enfin, je pense que ce qui est super intéressant, c'est de faire un côté cardio-respiratoire et un côté renforcement musculaire. C'est hyper intéressant de coupler les deux, hein. Et puis le renforcement musculaire, ça va aussi avoir un intérêt sur la mobilité. Si tu travailles Totalement. plus ton renfort dans le but d'une mobilité assez précise pour l'accouchement, Mm, ça peut aussi faciliter l'accouchement pour avoir quand même une très bonne mobilité. Et ça peut apporter mm. quand même beaucoup plus de confort sur ce moment-là. Ouais, c'est intéressant de voir que, ben voilà, hein, même pour une femme qui serait enceinte, on n'échappe pas au fait que faire du cardio et faire du Mm, renfo, c'est très très important et c'est ce qui va mm, nous, voilà, nous porter, nous permettre d'être en meilleure santé possible, non seulement pour nous, mais pour l'enfant aussi ensuite. Bien sûr. totalement. Parce- Et c'est vrai que là, par contre, il y avait des études, ça améliorait en fait bah, le bien-être des femmes et même globalement, ça facilitait l'accouchement d'avoir été bah, en forme pendant la grossesse. Et même par rapport au bébé, tu en as parlé, mais il y a aussi
ça limite en fait le diabète pour l'enfant. Hmm. C'est assez important. Et ça permet aussi d'avoir des bébés. Souvent, il y a des bébés qui sont assez de grosse taille. Et en fait, ça limite aussi la taille du bébé. Et forcément, bah, ça améliore l'accouchement et le bébé, du coup, sort plus en forme. Ah ouais, parce que j'imagine que c'est tellement bien fait le corps quand même, c'est un truc de fou. Mm. Mais déjà, tu parlais tout à l'heure de cette surcharge progressive avec le bébé dedans qui grandit Mm. progressivement. Et comme tu le dis là, ben, si la maman est complètement sédentaire et ne bouge jamais, eh ben, le Mm. bébé il a toute la place qu'il veut pour C'est grandir et prendre exactement toute la ça. place. Alors que si tu es active et que Mm. bah, tu mets des contraintes quand même sur ton Mm. corps, ton organisme, ben, le bébé, il va prendre la place qu'il peut, mais il va pas non plus aller trop loin et ensuite, ça facilite un peu les choses. Totalement. Et ça lui envoie aussi des stimulations, hein. Le bébé, il est quand même plus éveillé parce qu'il a été stimulé pendant la grossesse. C'est hyper intéressant, hein. Ok, ouais, ouais, bah, j'imagine que ça se traduit directement sur nous et sur ce petit être que Mm. vous avez à l'intérieur. Moi, je peux pas y prétendre, mais c'est très, très intéressant. Est-ce qu'on a raté quoi que ce soit sur tout ce qui est de l'activité sportive durant la grossesse jusqu'ici? Peut-être juste revoir sur, il y a en fait, des activités physiques qui sont contre-indiquées Ok, ouais, très bonne. réellement. Ouais. Donc, par exemple, on se doute bien, ce qui peut être par exemple l'équitation, Mm. le ski. Je donne juste des exemples, des sports de combat. En fait, c'est assez simple, c'est que à partir, si on peut dire, du troisième mois, c'est que le bébé, en fait, il va pas se retrouver seulement dans le bassin où il est protégé, Ouais, vu qu'il va prendre de l'ampleur et qu'il va être au niveau vraiment de l'abdomen. Ce qui peut avoir comme risque, c'est pas du tout les impacts. Souvent, même moi, je fais de l'équitation et donc du coup, les femmes elles me disent ah mais c'est les impacts sur la selle. Non, non, pas du tout. C'est qu'en fait, s'il y a une chute, le bébé est pas protégé. ouais. Et donc, il faut juste prendre ça en compte. Pour le ski, c'est la même chose. Pour les sports de combat, c'est exactement la même chose. C'est qu'en fait, si on a une chute, et ben forcément, le bébé va être impacté. Et c'est là où il faut savoir le bénéfice-risque par rapport à l'activité physique. Ouais, tu as très bien fait de le mettre en avant. Et donc, ouais, c'est vraiment ça, c'est l'impact depuis l'extérieur. Tout à En fait. gros, l'impact direct sur le bébé, on va dire, ou même juste sur le corps de la femme, mais qui a un bébé et qui est déjà, comme tu l'as dit, d'une certaine taille. Mm. Et on sait que voilà, si on a un impact comme ça peut avoir un effet qui va pas être top, quoi. Et Mm. les autres activités qui seraient contre-indiquées, c'est les activités où tu as des phases d'apnée. Voilà. D'accord? Ouais. Tout simplement par rapport à l'afflux sanguin. Ok, tu peux développer un tout petit peu là-dessus? La plongée, par exemple. Ouais. Ouais. Mm. Ça fait Après, monter la pression sanguine, c'est ça? exactement. Mm. On a des. J'imagine qu'il n'y a pas il y a pas d'échelle de temps qui est recommandée, de se dire Mm. jusque-là ça va, Non. mais au-delà de ça va pas. Donc c'est mieux voilà, par précaution de simplement suivre ces recommandations d'activités contre-indiquées. Et donc voilà, faut quand même pas faire n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Bah, il y a une bonne partie des précautions qui sont données un peu dans le sens on ne sait pas trop, il y a des risques, on n'y va pas. Ouais, Donc, au fur et à mesure, avec l'expérience, il y a des choses que tu vois que tu peux faire. Mais oui, ce Mm. genre d'activité, bah, comme tu dis, on n'a pas trop de données de temps d'apnée parce que ça n'a pas été testé, heureusement. Mais heureusement. voilà, ce genre d'activités sont vraiment contre-indiquées par rapport à l'afflux sanguin aux apnées. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'apnée, la plongée. Des Après, activités en altitude, oui. beaucoup trop hautes. Ouais, Mm. parce qu'on aurait plus assez Faudrait- potentiellement plus assez d'oxygène pour Exactement. le Voilà. petit bout. Ouais. Mm. Ok, très intéressant. Passons maintenant post-accouchement. Si on parle d'une femme qui est ben voilà, comment on appelle la partie est-ce que c'est une remise en forme? Est-ce que c'est un retour à la norme? Quelle terminologie est la plus euh, peut-être la plus juste à utiliser dans ce contexte? C'est une bonne question. Déjà, on parle au début de rééducation postpartum. Mm. D'accord? Après, on dit, voilà, retour à l'activité physique. En fait, elles ont vraiment énormément envie de retrouver leur état initial, leur santé et leur forme physique. Mais c'est une bonne question. On pourrait demander quel terme est le plus approprié, dans quoi elles reconnaissent le plus. Mhm. Si on devait donner une échelle de temps, et encore une fois, ça va être variable, donc ce sera plutôt une fourchette ou peut-être un Mm. râteau selon la taille de la fourchette.
combien de temps ça peut prendre à une femme pour revenir à son état de forme pré-grossesse? Et encore une fois, ça peut grandement varier selon la manière dont s'est déroulée la grossesse, l'activité physique de la femme durant la grossesse. Mm. Mais voilà, si on devait donner un ordre d'idée, est-ce que c'est de 6 mois à une année et demie? Est-ce que c'est autre chose? Qu'est-ce que vous voyez dans votre expérience pratique? Ben, encore une fois, on va te dire, ça dépend, mais Mm. tu l'as bien dit, mais enfin, quand on revient sur les recommandations, par exemple, la première prescription de rééducation périnéale chez une sage-femme ou un kiné, elle est à 6 semaines postpartum. D'accord? Ça veut dire que les femmes, en France, en tout cas, en théorie, elles commencent à travailler leur périnée seulement à 6 semaines postpartum. Donc J'allais déjà, dire si on c'est trop tôt revient... ou c'est trop tard, mais avec ton Donc voilà. seulement, je crois que j'ai compris. Ouais. Parce que finalement, si tu te dis que, bon, c'est un gros traumatisme, hein, l'accouchement par voie basse, Mhm, mais si tu fais le parallèle entre une blessure musculaire et l'accouchement qui est du coup les muscles, l'ensemble des muscles du périnée et des tissus ont été très, 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 très écartés pour l'accouchement, mhm, tu te dis, après une blessure musculaire, tu vas pas attendre 6 semaines Mm. à rien faire. Et du coup, Mm. c'est pour ça que nous, on les fait travailler plus tôt. Alors, forcément, tu trouves le bon dosage, hein, tu vas pas faire un footing le lendemain de ton accouchement, mais tu peux commencer à travailler sur tout ce qu'on a dit bah, par rapport aux caissons, tu vois, la respiration, l'engagement des muscles profonds, Mm. commencer à éveiller un petit peu au niveau du périnée. Et après, ça va dépendre de chacune. Comme on disait tout à l'heure, celles qui ont fait de l'activité physique pendant leur grossesse, après leur grossesse, ça va être, enfin après l'accouchement, ça va être beaucoup plus rapide, mhm. le retour au sport. Donc, finalement, ça dépend aussi si leur objectif c'est de, enfin si la durée qu'elles souhaitent, c'est de savoir quand est-ce qu'elles vont revenir à la performance qu'elles avaient quand elles étaient avant leur grossesse, ou si c'est juste retrouver un rythme d'entraînement qui leur semble acceptable pour augmenter progressivement. Mais je dirais quand même entre 3 et 6 mois. Ok, pour revenir à un état de forme pré-grossesse. Ouais. Mm. Ok, donc sur le papier, c'est pas si long que ça. Non, c'est court. Non. Si tu prends les choses rapidement et dès le début, c'est rapide, Ouais, 3 mois, 6 mois. parce que Mm. j'imagine si tu attends 6 semaines pour commencer quoi que ce soit, ben tu as déjà perdu 6 semaines Ouais. de travail potentiel pour revenir à. Et puis, si on reprend encore les recommandations, tu peux théoriquement pas courir avant 3 mois après Mm. l'accouchement. D'accord? Donc, tu vois, par exemple, si tu imagines que la moindre prépa physique, bon, si elles n'ont pas de bike erg, ça serait recommencer à courir, tu vois, nous au cabinet, c'est l'objectif un peu principal de celles qui font juste du footing, c'est de se dire quand est-ce que je vais courir à nouveau. Donc, si tu te dis que tu attends encore 3 mois, pour commencer une remise en charge Mm. progressive à la Ouais, course à pied, ouais, bah là, du coup, on n'est plus du tout dans les 3 à 6 mois. ouais, ouais. Donc pour vous, ça doit commencer beaucoup plus tôt, bien sûr de manière raisonnée et appropriée Mm. pour la femme, Mm. mais plus tôt on va pouvoir commencer dans les bonnes conditions et au mieux ça pourra se passer. Ouais. Totalement. Et Et vraiment, on a eu des expériences de jeunes femmes qui font du CrossFit et qu'on a eu. Alors, je vais peut-être te donner exactement, enfin, une erreur, je vais peut-être me tromper dans les mois exactement, mais on en a accompagné certaines qui sont revenues à une activité physique enfin, d'entraînement de haut, de CrossFit, qui était vraiment très impressionnante assez rapidement après Mm. l'accouchement, dans les 6 mois, quoi. ok, ouais, c'est super intéressant et ben, j'imagine que ça aura aussi un impact direct ou indirect sur l'enfant, dans le sens où si la femme, si la maman est en forme, si elle se sent bien, si elle peut reprendre ses activités physiques, reprendre un petit peu d'indépendance, parce qu'il y a ça Mm. aussi, hein, c'est Mm. Ouais. le fait d'être une jeune maman ou une maman avec un jeune enfant, c'est pas facile parce que l'enfant dépend de toi et Mm. dans la société actuelle qui n'est, à mon avis, plus faite pour élever des enfants, malheureusement, dans le sens où à Mm. l'époque, c'était un village qui élevait un enfant. Aujourd'hui, ça peut souvent être une maman qui se retrouve seule avec son bébé et ça peut donner des situations très, très compliquées. On l'a vécu nous-mêmes hein, avec ma femme et notre fils, Eve, qui a 9 ans maintenant. Mais c'est vrai que les 2 premières années, ben, il n'a pas dormi. Moi, j'étais tout le temps au boulot. Elle n'a pas dormi non plus. Mm. Donc, problème auto-immunitaire pendant 5 6 ans derrière. Enfin, Mm. vraiment des trucs pas sympas. Et un des paramètres principaux, c'était le fait que ben, on n'avait pas grand monde en termes de soutien autour de nous. Mm. Si j'avais su, j'aurais moins travaillé, j'aurais été plus à la maison.
Mais c'est aussi des choses qu'on ne nous apprend pas nécessairement au préalable, quoi. Mais oui, c'est sûr. Totalement. Tandis que si tu as réussi à bien manager ton temps et te prendre du temps aussi pour toi, bah après, tu Mhm. es complètement disposé peut-être pour t'occuper de tes enfants. Et cette petite temps d'activité physique Mm. fait que tu as encore plus de temps de qualité pour lui après, quoi. Ouais, je pense que ça doit être un dilemme assez difficile pour les femmes à gérer à ce niveau-là, de se dire, mais si je prends du temps pour moi, je ne passe pas du temps avec mon enfant, donc je ne vais pas le faire. Vous entendez souvent ce genre de réflexion Mm. Ouais, postpartum? et puis il y a ça, il y a aussi le fait qu'elles culpabilisent parce que Ouais. elles ont envie d'être partout, elles ont envie d'être avec leur bébé, leur mari, elles ont envie de prendre soin d'elles et de faire du sport. Et du coup, nous, des fois, dans les feedbacks des coachings, elles nous disent: «Ah, j'ai pas eu le temps de faire cette séance-là, je suis trop désolée» et tout. Nous, on est très bienveillante avec elles dans cette phase-là, en essayant de dire: bah, c'est du coaching à distance, donc c'est toi qui es maîtresse de ton emploi du temps, tu le gères comme tu veux déjà ça fait pas 6 semaines que tu as accouché, tu es déjà en train de prendre soin de toi. Mhm. C'est vraiment plus rapidement que la moyenne. Donc c'est vraiment chouette. Et il faut pas culpabiliser en se disant j'ai pas fait cette activité physique-là, j'ai pas fait. euh, c'est chacun gère son emploi de temps comme elle le veut et il faut pas se rajouter une charge mentale non plus. En plus, en se disant oh là là, faut absolument que je fasse du sport, quoi. Donc, pour les papas qui nous écoutent, trouvez du temps dans votre emploi du Mm. temps pour que maman puisse aller faire son sport ou aller prendre un petit peu de temps pour elle. Ouais. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est qu'on a quand même pas mal de témoignages où souvent c'est des mamans, c'est leur deuxième ou troisième grossesse et en fait elles le voient pas du tout de la même manière. La première, en fait, elles se sont mises totalement de côté et Mm. elles se sont dit jamais je referai la même chose parce qu'elles ont mis 1 an, 2 ans à récupérer leur corps, à reprendre de l'activité physique, à retrouver du temps pour elles. Et en fait, elles ont vu que c'était autant même, elles l'ont mal vécu, même avec leurs enfants, elles avaient des fois du mal à le porter. Enfin, ça avait vraiment des impacts sur leur quotidien. Et du coup, là, elles se sont dit, OK, deuxième grossesse, troisième, je vais pas faire la même chose. Et c'est hyper intéressant parce que je les trouve très épanouies parce que du coup, elles se laissent un peu ce petit temps, même qui, des fois, on s'adapte vraiment à elles. Donc, si déjà c'est 2 fois 15 minutes dans la journée, bah, ça sera déjà un plus et c'est déjà énorme. Mm. Et en fait, elle voit vraiment la différence et elle les vit hyper bien parce que j'ai plein de mamans qui disent: Ah, j'arrivais pas à porter mon deuxième. Enfin, c'est des difficultés. Après, que ça a engendré plein de difficultés. J'ai eu beaucoup de douleurs et ça m'a poursuivi pendant 1 ou 2 ans. Et en fait, du coup, ça fait vraiment la différence. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre en place dans ces situations-là, que ce soit en tant que maman, en tant que papa ou les gens autour pour soutenir la maman dans cette phase, on va dire, importante? Ouais, totalement. Je pense que pendant la grossesse, en tout cas, les retours qu'on a, c'est que pendant la grossesse, en fait, les femmes sont déjà un peu surmédicalisées, sans pour autant avoir des conseils réellement précis dans leur quotidien. C'est plus tourné vraiment vers leur bébé. Et puis après, en fait, une fois qu'elles accouchent, donc déjà, il y a la maman, elle n'existe plus souvent. Et on se concentre que sur le bébé, la prise de poids, etc. Et je pense qu'on oublie de demander aux mamans comment elles vont, si elles ont besoin d'aide, juste pour qu'on aille, juste leur amener un petit repas, parce que des fois, elles prennent même pas le temps de manger, juste les aider à faire la vaisselle. Mais ça paraît rien. Mais en tout cas, si vous êtes des proches, essayez juste de prendre 5 minutes pour les aider dans leur quotidien plutôt de venir. Enfin, souvent, on est obnubilé par le bébé et en fait, on pense pas du tout à la maman à côté. Et je pense que c'est dommage parce que la maman, je pense qu'elle se sent vraiment mise de côté. Et alors on pourrait faire ça un peu différemment et lui apporter un peu de confort. Très intéressant, j'ai eu l'image quand tu as dit ça, la maman qui se sent mise de côté quand tu as le deuxième enfant qui arrive et le premier Mm. qui se sent mis de côté, ben, je vois tout à fait ça avec la maman qui était le centre d'attention jusqu'à l'accouchement et C'est au-delà de exactement ça, eh ben, ça. c'est plus elle qui importe, entre guillemets, ou Mm, c'est plus le point le plus important. Une chose que ma femme, elle fait souvent quand elle a des amis qui accouchent, c'est qu'elle leur amène des repas préparés. Ma ouais, femme ça, c'est adore génial. cuisiner. Et elle Ouais. prépare Mm, quelques jours de repas que les mamans peuvent mettre au congélo et sortir ouais, quand elles n'ont pas le temps de cuisiner et avoir un bon repas. Ça, je pense que c'est toujours un chouette cadeau pour les mamans. totalement. Mm. Mm, Et ça permet de faire en sorte que bah, elles vont avoir un petit peu plus de temps pour elles. Elles n'auront pas besoin de cuisiner en plus de s'occuper de tout le reste. Et ça peut être quelque chose de plutôt positif. mm.
Et puis après, bah après, nous, je sais pas comment toi c'est le cas, mais c'est vrai que nous, les hommes, ils ont 1 mois de congé parental. Mhm. Souvent, ils ont tendance même à prendre 2 semaines juste après la grossesse et 2 semaines un peu éloignées, où ça dépend des hommes, mais ils peuvent faire ça. C'est vrai qu'un mois, c'est pas beaucoup parce que, ou même que 2 semaines, quand ils font que 2 semaines, et puis après, on se retrouve, je pense, toute seule avec le bébé, à gérer le bébé, la maison. Mhm. Il revient, imaginons, je sais pas, à 18h, 19h le soir. Je pense que c'est pas facile des fois pour la maman à gérer, surtout lors du premier enfant où je pense qu'on se pose beaucoup de questions. Et je pense que si, bah, c'est vrai que les hommes étaient un petit peu plus présents pour nous aider dans cette phase et même nous aider à nous inciter à faire de l'activité physique, à prendre juste ces 15 minutes où ils s'occupent du bébé pour lui faire le bain, puis nous, on prend 15 minutes pour prendre soin de nous. Je pense que ça peut amener du confort et permettre de vivre mieux le moment. Ouais, je pense que c'est un sujet qui est assez difficile parce que je parle d'expérience en tant que papa, en tant que nouveau papa, tu sais pas quoi faire. Tu sais pas quoi faire, tu sais pas ce que tu devrais faire, tu sais Mm. pas trop ce que tu devrais pas faire. T'as pas l'instinct maternel Ouais, nécessairement et on nous apprend pas toutes ces choses-là. C'est vraiment dommage qu'il mm. n'y ait pas une classe à l'école Totalement. qui soit voilà, comment être un être humain, comment avoir une famille, comment élever un enfant parce qu'au final, c'est peut-être un des jobs les plus importants du monde, mais c'est un des seuls où il n'y a pas de certificat pour s'assurer que tu as Mm. appris les bonnes choses dans l'ordre, et je trouve ça un petit peu dommage. Mm. Vous avez parlé de la diastasie, c'est ça? Mhm. Cette ouverture entre les... Techniquement, c'est l'ouverture au niveau du grand droit Mm. entre les deux, la gauche et la droite, si on veut bien, Tout à fait. du La grand ligne droit, blanche. Ouais, c'est ça. la ligne blanche. Donc ça, c'est quelque chose qui... Est-ce que c'est quelque chose qui survient très fréquemment? Est-ce que toutes les femmes l'ont après la grossesse nécessairement ou pas? En fait, l'écartement de cette ligne blanche, elle est normale Mm. pour laisser D'accord. la place au bébé. Au final, après l'accouchement, bah forcément, le temps que les tissus reprennent leur forme initiale, on voit du coup le diastasis et c'est très commun. Mhm. Bon, cas particulier, c'est au moment de la césarienne, puisque pour l'accouchement par césarienne, ils viennent écarter cette ligne blanche. Donc, elle est Mhm. encore plus importante, ce diastasis est encore plus important après un accouchement par césarienne. Ok. Et oui, c'est normal. C'est c'est plus ou moins important. On les fait, nous, soit on les fait s'évaluer, elles peuvent s'évaluer enfin, par la palpation. Mhm. Et puis, l'objectif, c'est de resserrer ces deux berges-là et de revenir à un état de souplesse de tissu normal, on va dire. Est-ce qu'il y a des exercices ou des positions qui sont contre-indiquées lorsqu'on a une diastasis importante après l'accouchement, ou est-ce que c'est pas nécessairement un souci, c'est quelque chose qui va se résorber avec le temps et on peut tout faire? Bah, comme disait Laura tout à l'heure, pendant la grossesse, pour mesurer un peu, pour contrôler l'écartement, ce serait d'engager plus les muscles profonds pour que les grands droits tirent moins sur cette ligne blanche. Mhm. Ensuite, comme on disait un peu plus tôt, il y a des sujets un peu de débat pour la rééducation après. Avant, on disait de pas du tout faire d'exercices qui engagent les grands droits parce que ça tire encore plus dessus. On Mhm. disait d'engager que les muscles profonds. Au final, on en revient un petit peu. Nous, on fait un peu les deux, puisque Mm. ce qui est important, c'est que toute cette zone tissulaire se recentre. Donc, Tout à fait. c'est important de travailler et le transverse et les grands droits, mais toujours dans une façon mesurée. Si tu fais des exercices de grands droits avec un engagement du transverse en combiné tu anticipes avec ton engagement du transverse pour faire des exercices de grands droits, donc qui seront des flexions de buste par exemple, ça permet d'aider à la cicatrisation. Mm. Mais il n'y a pas de, finalement, il y a, à part faire des crunchs sans faire ou des sit-ups en faisant un peu n'importe quoi, Mm. où tu prendrais des risques, mais sinon, il n'y a pas d'exercice miracle pour se resserrer ces deux berges-là. Ok, mais ça se fait, voilà, si on fait les choses correctement, ça se fait avec le temps. Ça prend combien Ouais. de temps pour se résorber en général? Bah, ça dépend de certaines patientes en césarienne, ça prend quand même plus de temps. Mm. Mhm. Il y en a beaucoup qui disent il faut 9 mois pour faire et Mm. 9 mois pour, enfin, 9 mois pour défaire, 9 mois pour faire. Donc,
C'est très variable. Mm. Vraiment, il y en a qui arrivent après l'accouchement où t'as à peine un Mm. travers de doigt de palpation, d'autres où tu peux passer deux doigts, et ça peut revenir très rapidement, comme prendre plus de temps. Pour le coup, c'est très variable. Et ce qui est aussi très variable, et ça dépend pas de nous, c'est aussi un petit peu notre état un peu tissulaire, si on peut dire. En fait, si on a tendance à être plutôt laxe, il y a de grandes chances que forcément les tissus, même faciaux, ligamentaires, mais même au niveau du périnée, une fois qu'ils ont été un peu trop étirés, ont du mal à revenir à leur position initiale. Et donc Mhm. ça dépend de chacune. Mhm. Ok, donc encore une fois, grosse variation Ouais. Totalement. individuelle à ce niveau-là. C'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à dire à nos patientes ou clientes, ça dépend. Hmm. C'est Mais en très, même très, temps, très variable. ce qui est bien parce que voilà, vous les prenez au cas par cas et vous fonctionnez comme ça avec chaque personne et vous faites en sorte que chaque intervention soit appropriée pour la situation en question. Hmm. Totalement. Et ce qui est intéressant aussi en postpartum, c'est vrai que on en a parlé en prépartum, enfin surtout pour les troubles urinaires, c'est que en fait le réflexe transverse périnée est des fois aboli. D'accord? C'est-à-dire que suite à l'accouchement, en fait, les femmes, quand elles engagent leur transverse, le périnée ne se contracte plus automatiquement. Mm. Et ça, c'est vraiment notre job de venir réintégrer ce réflexe parce que ça va être une priorité. Et c'est là où il faut qu'elles se méfient, dans le sens où quand elles vont porter leur bébé, etc., bah déjà, leur sangle abdominale, ça va beaucoup moins les maintenir. Et le périnée qui vient de subir énormément de contraintes, bah, en fait, il n'y a plus rien qui s'engage avec lui. Et donc, du coup, c'est là où il faut vraiment y aller progressivement, réadapter petit à petit et remettre les réflexes en place pour que justement cette sangle abdominale et le périnée et le diaphragme refonctionnent correctement ensemble. En France, est-ce que les jeunes mamans, elles ont automatiquement accès à des séances de kiné postpartum? Oui, Normalement, oui. dans la grande majorité, oui. Ok. Après, ce qui est, nous, pas toujours le cas, c'est qu'en fait, normalement, il y a de la rééducation périnéale associée à de Mhm. la rééducation abdominale. Ouais. Et ça, on insiste énormément avec Lise parce que, en fait, souvent, la rééducation abdominale, nous, on ne différencie pas les deux. Mais la rééducation abdominale, des fois, elle n'est pas faite. Et ce qui se passe, c'est que c'est dramatique parce qu'en fait, on vient réactiver le périnée, le conscientiser, le renforcer. Sauf qu'après, on n'associe pas du tout avec les autres muscles autour. Et donc, en fait, bah, pour nous, c'est presque rien faire parce que, en fait, le périnée vient plus contracter avec les abdos, etc. Et donc, du coup, bah, pour nous, c'est pas très intéressant. Il faut vraiment faire aussi la rééducation abdos si on a fait la rééducation périnéale pour que tout fonctionne ensemble. Comme tu l'as bien décrit, comme vous l'avez bien expliqué tout au long du podcast, toutes ces choses-là fonctionnent ensemble. Il y a une synergie Mm. au niveau de ces groupes musculaires. Et si elle n'est plus là, par exemple, après l'accouchement, eh ben, on se Mm. doit de recoordonner toutes ces activations et faire en sorte que tout fonctionne ensemble, parce que c'est pas juste le périnée d'un côté et le reste de l'autre. Totalement. Voilà, c'est un système complexe hein, avec lequel on traite, comme on le sait, et il faut Exactement. gérer plusieurs facettes. On peut pas juste dire je vais faire ça et je vais rien toucher au reste. Donc avoir une approche intégrée et holistique de la rééducation pour les jeunes mamans, c'est ça. C'est exactement Complètement. ça. Et surtout, surtout pour les sportives, puisque Mm. Hmm. si on fait que le périnée en rééducation périnéale classique, c'est absolument pas suffisant pour les sportives. Mhm. Ouais, absolument. Est-ce qu'on a oublié quoi que ce soit sur le postpartum, les filles? Non. On peut peut-être juste, quand on reparle de la rééducation périnéale, certaines Mm. le font après Oui. l'accouchement, elles font, comme disait Laura, que la rééducation périnéale. Et en fait, là où on peut essayer de sensibiliser les filles, ou l'entourage, hein, c'est de se dire que pour une sportive, la rééducation périnéale allongée sur une table, c'est Mm. pas du tout fonctionnel. Et nous, on Mhm. essaie vraiment de les sensibiliser à ça. Comme on disait, il y a l'entièreté du caisson. Mais Mm. imagine, tu travailles tout ton caisson mais tu fais que en décubitus, enfin, en supine ou allongé sur une table ou par terre, c'est absolument pas fonctionnel et du coup, on n'a pas été assez loin dans le job. Ouais, c'est un petit peu comme tu vas faire tes hamstring curls sur la machine après que tu te sois fait l'ischio il y a Mm. quelques mois en arrière, mais tu vas pas remettre l'ischio en condition pour du sprint Mm. parce que les amplitudes et les vitesses de contraction n'ont rien à voir et donc il faut se rapprocher au plus de l'activité progressivement pour qu'il y ait ce transfert et pour qu'on puisse reprendre l'activité en question de manière la plus sûre possible. C'est exactement ça. Mm. Magnifique.
Écoute, les filles, je pense qu'on a bien fait le tour. On a Mhm. fait du bon boulot et j'espère en tout cas qu'on aura pu vulgariser un petit peu ces sujets, les rendre abordables et faire en sorte que ceux et celles qui n'étaient peut-être pas assez bien informés sur ces sujets-là le sont maintenant. Parlez-nous un petit peu de ce que vous offrez comme service, comme suivi, comme accompagnement autour de ces sujets et de ces soucis que certaines femmes peuvent rencontrer. Donc voilà, je vous laisse parler un petit peu de ce que vous faites. Et pour voilà, ceux et celles qui seraient intéressés, le lien est bien entendu dans la description. Donc voilà, comment est-ce que vous travaillez avec les femmes en général? Et ben, du coup, nous, en fait, on accompagne les femmes donc, dans différents moments de leur vie, comme on a pu le voir là ensemble, c'est-à-dire en prépartum, les aider en fait pendant la grossesse à continuer l'activité physique, à être en forme, à gérer si elles ont des douleurs, à leur permettre aussi de préparer leur bassin à l'accouchement, travailler là-dessus. Après, en postpartum, les aider en fait à retrouver leur corps, à reprendre leur activité physique, bien évidemment en intégrant le périnée. Et puis les femmes sportives qui ont des troubles du périnée, qui savent pas comment les gérer. Et en fait, on propose vraiment notre aide pour les accompagner là-dessus. On a une vision, comme on a pu le dire là, nous assez globale par nos formations. En fait, autant coach, on a fait énormément aussi de pilates, on a beaucoup de vues de choses sur le rachi et également sur les sportifs en général, les troubles musculo-squelettiques. Et en fait, on associe l'ensemble de nos compétences pour vraiment voir une vision globale de la femme et les accompagner dans ces troubles du périnée. Et finalement, on bosse pas que le périnée. Ouais, le périnée, c'est le terme que beaucoup de gens utilisent, mais on Ouais. l'a vu aujourd'hui, ça va bien au-delà. Exactement. Et pour compléter aussi, parce que tout ce qu'on fait, c'est exclusivement à distance. Mm. Donc en fait, on a vu les limites de nos pratiques de kiné au cabinet et Mhm. on a eu envie d'aller plus loin et de s'adapter encore plus à ces femmes sportives. Et on a filmé, en fait, c'est tous nos exercices, c'est comme au cabinet, mais où tu as beaucoup plus de temps et du coup, tu es beaucoup plus personnalisé pour la femme en fonction de ses problématiques. Donc c'est vraiment le prolongement de la kiné, euh, encore plus précis, on va dire, et Ouais, encore plus complet. c'est le juste entre deux pour déjà faire en sorte que les femmes puissent mettre tout ça en action dans leur propre temps. Parce qu'on sait Mm. toujours que la contrainte de temps, de trouver un créneau, de se déplacer, etc., c'est pas facile. Donc de Mm, pouvoir le faire chez soi, ça enlève quand même cette limitation-là et ça donne certainement beaucoup plus de possibilités. exactement. Écoutez, Laura, Lise, c'était un énorme plaisir de vous recevoir enfin sur ce podcast et de Pour enfin nous aussi. pouvoir. Ouais, merci beaucoup, Sean. Mais écoute, c'est de rien. Je pense que c'est le grand minimum que je puisse faire. C'est presque sans, sans- sans que ce soit vulgaire ou quoi que ce soit, c'est presque du service public à ce stade. Hein. Le fait que, enfin, on se doit de faire en sorte qu'un maximum de gens prennent conscience de ces choses-là, parce que les sujets tabous, c'est souvent les sujets qui sont les plus importants ou des plus importants. Et dans ce cas-là, je pense on n'a pas raté la marque. Donc, un grand merci à vous deux d'avoir pris le temps de partager tout ça. Donc, je recommande à toutes les femmes qui se reconnaissent peut-être dans les conversations qu'on a eues aujourd'hui. N'hésitez surtout pas à prendre contact avec Lise et Laura. Elles ont une super page Insta qui s'appelle wip.coach, Women in Progress. J'adore le terme. Vous avez pas mal de vidéos sympas aussi sur votre compte et je suis sûr que vous prendrez bien soin de toutes celles qui vous contacteront. Totalement. Mm. Encore une fois, un grand merci et puis pourquoi pas une prochaine. Ouais. Merci, Sean. Salut. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu veux soutenir le podcast, je te propose deux options. Un, tu peux nous laisser un témoignage 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Et la deuxième option, tu peux partager cet épisode sur tes réseaux sociaux ou simplement à un ami. Merci d'avance pour ton soutien et je te dis à bientôt pour le prochain épisode.